Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, eh bien, merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire à partir de Constantine, le Bonjour d'Algérie, à l'est du pays. Eh bien, c'est chaque mardi et aujourd'hui, eh bien, nous allons essayer de parler d'abord des méfaits et des conséquences néfastes sur les enfants, notamment eh bien, les dangers de l'Internet. Quand on laisse des enfants tout seuls devant la connexion, eh bien, il peut se dérouler des dérives dangereuses et c'est pour ça qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation. Le docteur Rabah Lossif viendra nous en parler, il est psychologue, et surtout de ce qu'on doit faire pour éviter cela. Alors en deuxième position, eh bien, deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la circoncision. Vous savez, c'est un sujet qui revient chaque année au mois de Ramadan, notamment durant les 10 derniers jours. Et le professeur Choutri eh bien, viendra nous parler de cette opération initiée par la direction de la santé et qui a pour but eh bien, de préserver d'une manière sanitaire cette opération qui se déroule le mois de Ramadan en général. Et puis nous allons terminer par un hommage à un grand monsieur qui nous a quittés il y a tout juste une année. C'est l'Arbi Razel, grand maître du Malouf, initiateur de Beit el Malouf, qui était un rendez-vous régulier des amoureux et des mélomanes de ce genre musical. Voici le programme donc, de ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Et puis nous allons bien sûr nous balader d'abord sur la ville des ponts avec la belle voix de l'inégalable Mohamed Tahar Fergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي الخبر قال انا لرضاك طايع اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلابي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قام الصوت ايش في فرافع الله يا سود Voilà donc toujours cette balade, eh bien nous on s'en lasse pas, j'espère que vous aussi, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à voir la ville des ponts de haut, de très haut. Alors comme annoncé dans le sommaire, nous allons évoquer un sujet qui est sensible, puisque c'est quand même les enfants et l'Internet. Bon, ben, c'est vrai que tout le monde maintenant possède un portable, surtout les enfants, et des fois il ne faut pas les laisser seuls, il faut toujours les surveiller, et je pense que le docteur Rabah Lossif est d'accord avec moi. Bonjour Rabah, d'abord merci d'être là. Bonjour Ismaël, je vous remercie de l'invitation. Bon, vous savez, on a pris l'habitude quand même de parler, d'évoquer des sujets sensibles comme celui-là, surtout maintenant. On a remarqué que maintenant, les enfants à partir de 7, 8, 9 ans ont toujours un portable dans leurs mains. Et ça, déjà, c'est un premier danger. C'est sûr, c'est un premier danger dans le sens où les enfants ne doivent pas posséder un téléphone, smartphone. Normalement, téléphone. Tout genre, téléphone, avant 16 ans. Normalement, avant 16 ans, non. Et il est permis, des fois,
occasionnellement de donner un téléphone traditionnel, je dirais. Notre smartphone. Pas avec un Android Voilà, où il peut c'est sûr. naviguer. Voilà. À partir de 9 ans, 10 ans. Mais un smartphone, non. Parce que les dangers, les méfaits, comme vous venez de dire, de l'Internet, et dans le sens où on donne des ordres à l'enfant, des limites à l'enfant, de ne pas sortir de la maison. On veut toujours que nos enfants restent à la maison. Et on leur offre des smartphones, des tablettes. On leur offre une sortie virtuelle. Voilà, elle est plus dangereuse. Que la sortie. Je préfère que nos enfants sortent dans le quartier, jouent avec leurs amis, leurs copains de l'école, que de rester à la maison et de voir des choses normalement qu'on ne devrait pas les voir. Et elle peut mener, les enfants peuvent les mener à des dérives inconcevables. Alors, c'est vrai qu'il y a le contrôle parental qui est pas souhaité, il est recommandé. C'est vrai que les parents doivent contrôler ce que font leurs enfants. Ça serait bien de les accompagner, même si tout ce qui est virtuel est présent, il faudrait peut-être les accompagner. Je vais vous dire une chose. Les parents sont des croyants et non pratiquants. Alors, vous allez vous faire des avis. Non, ils sont des croyants, ils croient ce que vous venez de dire. C'est vrai, il faut qu'on observe, mais en pratique, c'est autre chose. Mais en pratique, ils préfèrent lui donner un portable, mais il est silencieux, il est tranquille, il ne nous agace pas la vie. C'est ça, dans le sens croyant. Ils disent ça, mais non pratiquant, dans le sens... Il vaut mieux il a un portable, mais c'est bien silencieux. Alors que c'est faux. Il faut qu'il y ait un contrôle, mettre des limites à nos enfants. Vous avez un enfant, un enfant avant 3 ans, pas de portable. La canne à 3 ans, c'est bien. Pourtant, je vois des fois des enfants, mais vraiment en bas âge, enlever, 4-5 ans, enlever le portable de leurs parents et l'utiliser. Ça, c'est très dangereux. À 6 mois. 6 mois. Les parents donnent. Ils écoutent une voix. Ça, c'est très dangereux. À 6 mois, ils leur donnent. Donc, à 5 ans, ça y est, il est addict. Donc ça veut dire il faudrait c'est vraiment peut-être que nous on est en train d'insister sur ce que doivent faire les parents. Les enfants c'est normal, mais ils sont encore jeunes. Ils demandent, c'est quelque chose de nouveau, ils aiment, mais il faut peut-être les accompagner, les aider et non pas leur donner cet outil. Même les adolescents, les enfants et les adolescents doivent être accompagnés. Accompagnés dans le sens où on leur donne strict le temps. Vous avez une demi-heure, 1 heure, 5 minutes, ou la matinée, 5 minutes le soir, par exemple. Il faut les suivre. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens. Non, je parle des enfants, les ados, non. Les ados, une demi-heure, 1 heure, ça dépend, 14 ans. Ça veut dire qu'il faut réglementer le temps. Oui, réglementer, et ce qu'on appelle les limites, en psychologie, en éducation. Mettre des limites. D'accord. Tout en respectant les besoins de l'enfant, de l'adolescent. Parce que c'est la période de la construction. De la personnalité, oui. La personnalité, c'est à travers le portable qu'ils se construisent. C'est l'image. C'est l'image, il n'a pas une valeur de soi. C'est par partie de smartphone, des vidéos qu'il poste, de ces photos qu'il poste. Il attend toujours le like. Combien de personnes ont liké? Oui, bien sûr. Voilà, c'est devenu à la mode. Oui. S'il n'y a pas une réponse, il est frustré. D'accord. Il n'est pas à l'aise. Et c'est vrai que dans on ne va pas dire que c'est nouveau parce que maintenant c'est entré dans les traditions. Maintenant tout le monde rentre, tout le monde surfe, tout le monde. Et bien sur les réseaux sociaux, il y a quand même des interactions. Est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'il faut l'enlever? On ne peut pas aussi l'enlever. Non, ça c'est déconseillé. Au contraire, il faut réglementer. Accompagner et réglementer. Et vérifier, surtout. Toujours. En bas âge, commençons par les petits-enfants. Si on réglemente des limites en bas âge, on est tranquille à l'adolescence, à l'âge adulte.
on évite l'addiction. Parce que l'Internet, je dirais les réseaux sociaux et les applications, l'être humain, l'enfant, il deviendrait un enfant addict. C'est presque la drogue. Je dirais même drogue. la même, Voilà, c'est une drogue. Donc, Vous savez, maintenant tout le monde est drogué, si on va dire de Oui. ce côté, parce que tout le monde est drogué, tout le monde, vous, moi, tous ceux qui c'est nous sûr, regardent. on est une génération, je dirais, on est une génération cobaye. Cobaye. Ouais, Cobaye. Par contre, les enfants, c'est une génération virtuelle. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est ancré dans leur... Et ils ne font pas la distinction entre le réel et le virtuel, des fois. Alors, c'est vrai que même pour les jeux, il faut sélectionner les jeux pour ne pas... Parce qu'on a eu beaucoup de dérives. Avant de sélectionner, les jeux, condition sine qua non, il faut instaurer le dialogue avec les enfants. Et ce qui est la chose qui est absente au sein des familles. Il n'y a pas de dialogue entre parents et c'est enfants. la communication qui fait défaut. Voilà, ils préfèrent donc le seul refuge où ils communiquent, où il est bien entendu, c'est à partir de son smartphone et les réseaux sociaux. C'est là, c'est ça. Et il oublie la famille, le père. Donc la première des choses, c'est le dialogue, instaurer le dialogue au sein de la famille. Ça, c'est la première des choses. Condition sine qua non. La deuxième, c'est que on parle à nos enfants, dire que tout ce que vous voyez sur l'écran n'est pas toujours juste. Oui, tout n'est pas vrai. C'est le virtuel. Il y a beaucoup de choses fausses, fake news d'abord, le mauvaise information, et puis il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Troisièmement, c'est qu'on parle à nos enfants, on leur dit que tout ce que vous postez, sur les applications, sur les réseaux sociaux, il ne sera jamais effacé. Il est toujours là. Il peut être récupéré par autre personne et être utilisé ou réutilisé contre vous, un moment ou un autre. Un moment ou un autre. Donc, il ne faut pas s'oublier. Voilà. Donc, il ne faut pas poster tout. Ouais. Et il faut surveiller ce qu'on fait. Et il faut leur dire ça. Parce que ils ne savent pas, un enfant va poster, c'est bien, son image, il est là. C'est avoir des amis, de nouveaux amis qu'on ne connaît pas. Il est là pour se montrer. Ouais. C'est un ado, fait le changement corporel. Donc il est là, sur la plage, ou là, dans une ville, ou là, avec ses amis. Il se montre. C'est ça. Donc, c'est humain, on va dire. C'est humain. Mais il ne faut pas poster. Il peut prendre des photos. Pour lui, intime. Mais on attend toujours que les gens me voient pour me donner une certaine image. C'est faux. Mais pourtant, c'est ce qu'il fait, c'est très in, c'est très à la mode, c'est très à la mode. Prendre des selfies et poster, prendre des positions, c'est immortaliser des moments comme ça de la vie et les partager avec les autres. Immortaliser des moments. Je ne dis pas que toute oui, image, bien sûr, pas toutes les photos. Mais d'image et image. Donc il y a l'image normale. Donc je suis avec vous, donc on va prendre des photos, ça c'est normal. Mais je parle des situations vraiment spéciales. Donc sur la plage, au maillot de bain, je préfère non. Salle de bain, je préfère non. La mousse ou dans le baignoire, non, je dirais non. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines limites. Intimité. Voilà, il faut garder l'intimité. Voilà, il y a une mais certaine nous, intimité là, à préserver. Si on parle de ce qu'on voit, donc c'est légitime. On légitime tout, mais c'est pas ça. Donc il y a des images dérangeantes. Alors, il y a aussi, je voulais en parler aussi avec vous, c'est les jeux pour enfants qui ne sont pas tous bons. C'est sûr, il y a des jeux qui véhiculent des messages violents ou des messages qui véhiculent d'autres religions. Donc c'est ça qu'il faut... Prenons l'exemple par exemple, la religion bouddhisme. Toujours on parle de la relaxation selon Bouddha. Mais là, on parle de la relaxation dans le sens de la religion bouddhiste.
اولا كاين عندنا لا بريير صلاه في لا صلاه on fait déjà une sorte de relaxation. On est concentré sur un point précis. Donc véhicule et la violence. C'est vrai qu'il y a des messages qui sont véhiculés, les non-dits, voilà, qui insufflent sur l'inconscient, voilà, et qui sont en danger. Où ils passent directement au subconscient. Au subconscient. Subconscient. Alors, je vous invite juste, c'est Rabah Lossef, à regarder avec nous ce reportage. Eh bien, c'est une opération de sensibilisation des corps constitués qui se sont déplacés dans une école, dans un CEM, dans un collège, pour essayer de sensibiliser les enfants sur justement les méfaits de cette, on va dire, de cette balade sur Internet qui n'est pas aussi bonne que ça pour les enfants, même si, eh bien, si ça se fait, il faut que ça soit contrôlé. Regardons le reportage. إذن في إطار الحملة الوطنية المبرمجة بالشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، برمجت شرطة قسنطينة بالتنسيق مع زملائنا من الدرك الوطني حملة تحسيسية توعوية على مستوى متوسطة علي بومنجل بسطح المنصورة قسنطينة. استهدفنا من خلالها تلاميذ السنوات الثانية والثالثة متوسط، واستعرضنا أمامهم الأخطار الكبيرة التي يحملها الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة. استعرضنا أمامهم أهم الخطوات التي يجب التحلي بها من أجل تفادي الولوج إلى بعض الصفحات الخطيرة. كانت استجابة جد رائعة من قبل التلاميذ وكذلك من قبل الطاقم الإداري. الإنترنت هذا ما تبحرش فيه وحدك، جامي تروح وحدك. هذيك الأخطاء اللي صارت في اللعبة تاع الحوت الأزرق تقريبا نسبة كبيرة من الضحايا اللي تورطوا ووصلوا حتى الانتحار كانوا يبحرون بمفردهم. الإنسان وقتاش يتعرض لأكبر نسبة من الخطأ كيعود بمفرده. في إطار استراتيجية مسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة بمشاركة أفراد فرقة حماية الأحداث حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة تلاميذ الدور المتوسط بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني حول أخطار الاستعمال السلبي للإنترنت على الأطفال. الحملة التحسيسية مست متوسطة علي بومنجل بقسنطينة. هذه الحملة تحمل في شقها برنامج توعوي والآخر تربوي لفائدة الفئة الناشئة من أبنائنا من تلاميذ الطور المتوسط. راكم على علم بأن الإنترنت راهو سلاح ذو الجانب الإيجابي والجانب السلبي. يطيب لي أن أرحب بفرقة الأحداث للدرك الوطني الأمن الوطني وأسرة الإعلام، وهذا بمناسبة احتضان مؤسستنا اليوم تحسيسي حول الاستعمال السلبي للإنترنت وآثارها، خاصة حين لا يحسن استعمالها عند أبنائنا التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط نظرا لخصوصيتها وحساسية هذا السن. نحن سعداء جدا لحصول مؤسستنا على هذه الفرصة. تتبان لك راه يقول لك انا راني في العمر تاعك ويتعامل معك، بصح انت هو مور الاخر تاعو راه انسان كبير وقادر يكون حتى هاكر، معناته يقدر حتى حاجه نديرها في الدار يهزها يستعملها ضد والديه. التلميذ أسابع أسامة من متوسط علي بومنجل. نشكر الدرك الوطني والشرطة والصحافة على هذه المبادرة التحسيسية التي وعدتنا. نشكر الدرك الوطني والصحافة والشرطة على القيام بهذه الحملة التحسيسية استفدنا منها الكثير ونتمنى قدومهم مرة أخرى. كان لهم تجاوب كبير مع هذه الحملة التحسيسية التوعوية، حيث استفادوا حاكوا الواقع، لأن هذه الأمور التي تكلموا عليها ليست فقط أمور من محض الخيال، بل هي أمور واقعية، أمور نعيشها يوميا. Belle ambiance quand même, c'est Rabah Lossef. Ça, c'est ce genre d'opération de sensibilisation qu'il faudrait peut-être multiplier, je pense. Voilà, c'est sûr. C'est très important pour les enfants et les ados, surtout en période d'adolescence moyenne, c'est-à-dire que c'est... Donc, elle est très importante dans le sens où ils participent, ils discutent. Donc, par exemple, poser une question, dire que
qui a un compte, par exemple Facebook ou Twitter. Et les élèves ils peuvent répondre. Donc, à partir de cette réponse, je vais leur donner pourquoi vous avez fait ça. Et on va trouver diverses réponses. Il y a pour communiquer, pour distraire, pour un modèle bien précis. C'est bien qu'il y ait l'interactivité. L'interactivité, et là, on entend en jeu les adultes et les accompagne, non pas donner des ordres, mais dire que distraire pourquoi. Donc, distraire, vous allez donner des photos, vous allez donner le logement, l'appartement, comme vient de dire le policier, donc dire qu'ils vont à la maison. Donc, ils vont l'utiliser. Donc, c'est à partir de leur réponse qu'on va leur donner des instructions d'une manière indirecte. Ah oui, et surtout intelligente et non pas les forcer, parce que dans cette phase de la constitution, de la personnalité, elle est très sensible. Les enfants refusent un peu l'autorité. Ils nous voient comme des adultes périmés. Oui. Ça, c'est ce qu'ils disent. La perception. Parce que nous, on est, surtout en Algérie, les parents donnent des ordres. Faites cela, ne faites pas cela, jamais on discute. Jamais à partir d'un dialogue. Et à partir de l'erreur. Toujours prendre l'erreur et discuter d'une manière indirecte. Le message passera facilement. Ou si c'était les élèves entre eux, c'est-à-dire que les pères... offrir un débat entre les élèves pour essayer un peu les pères, par les pères. Donc ça a été encore beaucoup mieux. Meilleur et beaucoup mieux. On avait quand même des enfants intéressés, parce que là, même si... on a vu des enfants quand même intéressés et tout ouïs d'entendre... peut-être parce que ça vient... C'est leur monde. C'est leur monde. Leur monde, c'est l'Internet. C'est leur vie. C'est une partie de leur corps. S'il n'y a pas de l'Internet, on va couper le réseau, vous allez voir comment ils réagissent. Ils deviennent fous. Voilà. Alors coupez l'Internet à la maison, vous allez voir la réaction qui est très, très violente même des fois. Des fois, trop violent. C'est Clément, trop violent. Il passe même au suicide. On a le problème du filtre. Des fois, il nous pose des problèmes. Déjà, des cas, on voit des cas où son image, à partir d'un filtre, on met le réel. Entre le réel, donc son image n'est pas la même. On se construit de fausses images avec ce des que j'ai dit filtres, on tout à devient l'heure. plus beau, Donc, peut-être. Et c'est un miroir déformant. Après, on ne se le reconnaît plus. C'est ça, c'est un miroir déformant. Et là, c'est... C'est répercussions. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, frustré. Il est frustré. Il peut passer même au suicide. Si on ne se reconnaît pas. Si on se reconnaît pas. Si j'ouvre le miroir, je vois quelqu'un d'autre qui est plus beau, qui est plus... fois, la réalité, et ça crée des problèmes énormes de comportement. Psychologique du comportement. Les deux. Donc, il peut aller jusqu'à la dépression. C'est vrai que même le mot dépression est devenu un mot récurrent dans le discours des enfants. Des fois, quand on discute, ado, dépresse. Ça, c'est le mot qu'on utilise souvent. Il y a différence entre dépression et saut d'humeur. Hein? Saute d'humeur. Voilà. Donc, il y a différence. Là, on parle de saut d'humeur. Donc, la circulation, on n'est pas dépressif. Donc, on est nerveux, mais une fois la cause connue et identifiée. Mais la dépression, on a tout l'ordre du monde. On a tout l'ordre du monde. Tout ce qu'on demande est là. Mais on est dépressif. C'est à l'intérieur. Oui, mais des fois, on utilise... Non, mais il faut noter d'abord aussi que dans certaines situations, on est dépressif sans le savoir. On ne se rend pas compte. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais le mot est utilisé d'une manière péjorative. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois certains comportements qui... là, on est en train un peu de parler des adultes. Non, même des ados. Même des ados.
La cause, là, vous avez dit miroir déformant. L'image, l'écran, il nous donne une image qui n'est pas réelle. Finalement, le miroir, hein, c'est depuis Blanche-Neige. on a commencé. C'est vrai que ça ne date pas d'hier. Depuis toujours, on se regarde dans un miroir et on voudrait se voir plus beau. Ça, c'est le narcissisme, je pense, un peu. Ah oui, de tout un chacun. C'est la construction du soi, l'estime de soi. Et l'estime de soi, on le cherche à partir de l'écran, l'Internet, smartphone, les applications. Parce qu'on n'a pas de contact avec les adultes. On n'a pas de contact adultes, je pense, oui, je parle des parents. Oui. Voilà. Donc les parents sont absents. En général, oui. En général, sont absents. Et le seul refuge pour moi, est facile, c'est l'Internet, c'est l'écran. Donc, essayez d'enlever quand même ce refuge facile. Et même s'il est là, il faut l'accompagner, il faut réglementer, ce qu'on a dit il faut tout limiter. C'est ça ce qu'on peut donner comme conseil. Et il faut parler même. On a une application. J'ai une application Facebook. Et mon enfant a une autre. Je rentre comme ami avec lui. C'est vrai, c'est bien d'aller vers... D'une manière... Voilà. Et puis, il faut pas, des fois, il ne faut pas faire trop d'amis. Parce que le mot ami, il porte préjudice. Dans le sens où ami, on a un seul ami dans la vie. On a des copains, on a un seul ami, confident. Mais là, sur Internet, on a des amis. Donc, on a beaucoup. Et voilà. Et ils sont tous virtuels. Virtuels. Donc, et des fois, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Et là, on va donner des confidences, sachant que c'est un ami. Ouais. Peut-être pas, c'est le fait aussi que ça soit une connaissance virtuelle qui n'est pas, qu'on ne connaît pas. Peut-être quand on lui fait des confidences, on se lâche un peu. Voilà. Alors que c'est dangereux. Il peut être un prédateur sexuel. Ouais. Il faut toujours rester... Il faut parler. Voilà. Il faut parler, c'est vrai. Parce que les cas, on en a. C'est vrai. Donc, il peut être malheureusement, un prédateur. Il faut dire malheureusement, il y a... Et on a des cas. Ouais. Un prédateur sexuel. Il peut être, peut les utiliser pour autre chose. Il peut les amener petit à petit vers la consommation de la drogue. À partir d'une musique. À partir d'une musique. عملناك صايمين ورانا بكل صايمين معليش غلبنا بكل معليش on va essayer quand même de terminer le plateau c'est رابح معليش mais bon puisqu'on arrive enfin un peu de ce premier plateau le meilleur conseil que l'on puisse donner aux parents et aux enfants parce que je sais qu'il y a des enfants qui nous regardent aussi. Pour les enfants en bas âge, il ne faut pas donner le téléphone du tout aux enfants en bas âge. Éviter. À partir de 6 ans, on peut leur jouer avec eux en présence des enfants. Des parents. L'adolescent, à partir de 12 ans, on peut leur donner, mais sous contrôle, en posant des limites, le temps, beaucoup plus le temps, puisque le temps il est très important, on s'oublie et on va vers l'addiction. Donc, il faut toujours réglementer le temps. 4e point, c'est beaucoup plus parler à nos enfants des méfaits de l'Internet. Il faut dire qu'il faut insister sur le fait que c'est dangereux pour eux et pour la famille. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Parce qu'une information, juste pour l'information, c'est vrai, il va l'utiliser. Mais l'information, c'est monsieur tout le monde. Ouais. L'information, elle est fausse. Elle est pour tout le monde. Donc, elle n'est pas juste. La source, il faut toujours vérifier la source d'information. Voilà. Ça, c'est par le biais de la discussion avec les parents. Sira Bhalossef, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Surtout les mamans. Ne donnez pas les téléphones, les smartphones, les tablettes aux enfants en bas âge. Parce qu'ils vous cassent les oreilles, les enfants ont le téléphone ou les tranquilles. Non, dès qu'ils commencent à pleurer, au contraire, donnez-leur des jeux de construction, des jouets, des petits jouets pour manipuler. La manipulation, elle est très importante. Pour les enfants. Maria Montessori, depuis 1920, elle parle de la manipulation, l'intelligence sensorielle. Donc, il faut mieux qu'elle manipule
qu'il développe son intelligence, qu'il développe ses sens, وإن شاء الله يكون الخير. وان شاء الله يكون خير. وحنا نقولوا لك بيان à l'avance صحة عيدك. D'abord صحة فطورك اليوم ومن بعد صحة عيدك dans quelques jours. Merci d'avoir été parmi nos invités ce matin. Rabih Lossef, on a parlé des conséquences néfastes de l'internet et de l'utilisation chez les enfants. On reste quand même dans l'esprit des enfants puisque le 16 avril est la journée du savoir et c'est l'occasion aussi pour des élèves et bien de renouer avec la science, de se remémorer ce cheikh Abdelhamid Ben Badis, l'érudit, mais aussi l'homme de la Renaissance algérienne. Donc nous sommes rendus à un lycée qui a fêté à sa manière, simplement, humblement, le 16 avril. الهدف من هذا النشاط هو تعريف التلاميذ بجهود العلامة عبد الحميد بن باديس، بجهوده الإصلاحية في محاربة طبعا الفترة الزمنية التي كان متواجد بها، وهي الفترة الاستعمارية، كيف أنه تمكن طبعا من مواجهة ومجابهة الاستعمار وإحياء الشخصية الوطنية الجزائرية من خلال طبعا نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كذلك من خلال طبعا الجرائد تاعو التي كان يكتب فيها خاصة البصائر والمنتقد، إضافة إلى ذلك جهوده طبعا في تحفيظ القرآن للأطفال والنساء وحتى يعني كبار السن. ويعني احنا قمنا بهذا البرنامج لتعريف خاصة التلاميذ الجيل الصاعد الآن للاقتداء بهذه الشخصية الفذة، طبعا شخصية تاريخية التي كانت يعني فعلا رمزا للنضال نستطيع نقول النضال الإصلاحي في الجزائر الذي أعاد بعث الشخصية الجزائرية واستمرارها. ارتأينا أن نقوم بنشاطات متعددة، كل الطاقم الإداري والتربوي المؤسسة. ارتأينا أن نقوم بمحاضرات للتعريف بحياة وسيرة العلامة ابن باديس. كذلك ارتأينا أن نقوم بتفعيل نوادي المؤسسة. هناك النادي الأخضر بحيث قام التلاميذ والطلبة بغرس الأشجار يعني تزيين محيط المؤسسة. كذلك قمنا بتصفيات مسابقة هي تعتبر الأولى في المؤسسات التربوية، هي لعبة الفيبزاف. قمنا بنشاطات عديدة، حيث قمنا بمشاريع مثلا مجسمات، قمنا بمشاريع سنقوم بعرضها بعد قليل، قمنا بألعاب نشاطية، وقمنا أيضا بعرض سيرة عن حياة العلامة عبد الحميد بن باديس الذي يعتبر كرمز لنا، خاصة نحن أبناء قسنطينة. بمناسبة هذا اليوم 16 أبريل نود الاحتفال بذكرى ميلاد وفاة العالم القدير والعالي الشيخ عبد الحميد بن باديس، والذي يعتبر من أحد رموز العلم الذي تطور في الجزائر. اليوم يعتبر قدوة لنا كطلاب للعلم، نقتدي به وعلى سيرته بعد كل تلك الإنجازات التي قام بها، ورمز للعلم وكذلك بالإنجازات التي قام بها بجمعية علماء المسلمين الجزائريين، التي كانت لنا خاصة نحن النساء طريقة للوصول وللتعلم ولزيادة المعرفة الخاصة بنا والتوعية، إضافة إلى أنه قد حارب كل أنواع الجهل والبدع.
Voilà, c'était l'ambiance au lycée Ajbel Ouache. C'est à peu près, je pense, dans tous les lycées à travers et tous les établissements scolaires à travers le territoire national, puisque bien le 16 avril est toujours une journée bien spéciale pour la science et le savoir. Alors nous allons parler d'une opération sanitaire initiée par la direction de la santé de la population de la wilaya de Constantine. C'est vrai que la circoncision est un acte médical avant tout, qui revient surtout durant le mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours. Il y a des opérations qui sont faites et c'est bien que la direction de la santé ait chapeauté cette opération d'une manière sanitaire, on va dire. Alors le professeur Choutali Hichem, merci d'abord d'être là. Vous êtes chirurgien, je pense, ou pédiatre? Chirurgien pédiatre. Très bien, voilà. Donc là, on est vraiment dans votre domaine. Voilà. En plein dedans. En plein dedans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord sur cette opération qui est initiée par votre direction? Oui, la direction de la santé publique s'est rendue compte qu'il y a trop d'excès ou d'insuffisance de prise en charge en matière de circoncision. Et ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est son application de plus en plus intense, de plus en plus régulière pour canaliser cette activité, je ne sais pas si on pourrait dire rituel ou intervention, qui est la circoncision. Il faut noter d'abord que c'est une intervention chirurgicale. C'est un acte chirurgical qu'il faut encadré d'une manière sanitaire. Ça ne peut pas se faire n'importe comment. Oui, parce qu'il y a cette transition d'une action qui a été faite dans le grand public, les fameux circonciseurs, et maintenant qu'on passe à une activité chirurgicale programmée. Et vous passez dans un pays européen, vous ne trouverez jamais de circoncision dans un cabinet ou à l'extérieur d'une structure hospitalière. Oui. Alors que chez nous, ça se faisait. Bon, vous savez, c'était un acte populaire qui se faisait. Il y avait des gens qui étaient initiés. En général, c'était des agents, des aides-soignants ou des infirmiers qui faisaient cela. Mais là, après l'incident de l'Khroub il y a une vingtaine d'années, qui a quand même fait des dégâts. C'est pour ça que ça a un peu réglementé. On a dû réglementer cet acte médical. C'était une prise de conscience, beaucoup plus une prise de conscience sur la gravité que peut engendrer une activité à grande échelle d'une intervention qui est mondialement connue comme une intervention chirurgicale complète. La circoncision, ce n'est pas une demi-mesure médicale, c'est une intervention complète. Tu vas la trouver dans un programme opératoire régulier à Paris ou à Lyon ou même au Luxembourg ou à Londres, mais voilà, c'est un peu partout. Voilà. Non, mais c'est bien de souligner cela. Chez nous, il a fallu qu'il y ait cet incident, un massacre. C'est pour ça que, alhamdoulilah, après, ça s'est réglementé. Maintenant, la direction de la santé est en train de canaliser. La preuve, c'est que maintenant, comment vous faites pour accueillir les gens dans votre établissement, par exemple? Dans notre établissement, ce qu'on a essayé de faire depuis un certain temps, et maintenant avec l'accompagnement de la DSP, la direction, la régulation de la DSP, c'est on prend l'acte en plein, c'est-à-dire une organisation complète, comme toute intervention chirurgicale. Ce qu'on a de spécial à l'EHS Sidi Mabrouk, à Mansoura, c'est qu'on prend en compte la famille d'abord. D'accord. La famille, l'enfant qui va être circoncis. Donc c'est pas parce qu'on avait l'habitude dans la tradition algérienne de cacher l'acte à l'enfant pour qu'il comme si on sentait qu'on va le traumatiser comme ça. Si on c'est lui vrai annonçait. qu'il y a un traumatisme. Attention. Eh bien c'est l'inverse. Avec nos psychologues, c'est l'inverse. Oui. Il faut l'informer des suites. Et l'enfant va prendre part dans ce qu'il va subir. Donc la famille, on va la canaliser pour l'orienter. Comment ça va se passer?
quelles sont les suites possibles. On va essayer de les projeter à peu près dans la phase de circoncision, la phase après circoncision. Comme ça, ils n'auront pas à faire des interprétations erronées ou décalées par rapport à ce qui se passe. Mais ce qui est bien chez vous, dans votre établissement, c'est qu'il y a cet accompagnement psychologique, c'est que il y a d'abord le psychologue qui a un entretien avec et la famille et l'enfant. Et la famille et l'enfant, avant et après acte. Avant, c'est surtout préparé. Après, il y a l'acceptation, après c'est autre chose. Et c'est ça, et on se rend compte finalement que l'enfant, il n'y a plus cet enfant qui a peur d'approcher l'hôpital par la suite, parce qu'on lui a tout expliqué. L'enfant circoncis, c'est un enfant qui va être réticent à toute consultation d'une blouse blanche pendant des années. C'est vrai. Ouais. Lorsque ça se passe de façon comme ça, inopinée, lorsqu'il n'est pas informé. Par contre, l'enfant qui participe aux soins, qui participe à la décision de circoncision, il adhère parfaitement par la suite. C'est ce qu'on veut avoir par la suite. On va quand même regarder le reportage effectué par notre consoeur Amina Batoche qui s'est rendue dans votre établissement et elle nous a rapporté des images. Voilà. Elle a vécu quelques minutes de quelques minutes. Voilà. Allez, reportage Amina Batoche. يوصل الطفل للمرحله تاع الانستيزي راح ندخلوا حنا تكون المرافقه النفسيه للطفل، خاصه نلقاو صعوبات مع اللي في عمرهم من 4 سنين 5 سنين يكونوا يعرفوا البروبر كور تاعهم. نحاولوا نعيشوا في جو مريح ومطمئن، يحس باللي راهو هادو ليكيب اللي تخدم معاه اللي شغلها هي عائله معاه، اللي رايح تراسيوريه، اللي تحسوا بالامان. اي طفل لازم يعدي على المرحله هذه تاع الختان طبعا، راح يخلي الطفل يعيش الام، وكذلك قد يوصل حتى البي تي اس دي، هي تروماتيزم يعني صدمه اللي رايحه تخليه تسبب له في تغيرات سلوكيه، بيناتها تاني خوف من ليلي ولا تغيرات في السلوك مع الوالدين في وسط العائله. كاين عده تغيرات سلوكيه. دونك حنايا نتجنبوا الدور تاعنا كنفسانيين باه ما نوصلوش للحاله تطور لحاله الطفل هذه، رايحين تكون تدخل مبكر لينا خلال الختان. طبعا الطفل راح يلقى الدعم النفسي الجيد. زاناليز الطفل تاعي لقيتو تسمى الحاله النفسيه كان خطره الاولى شويه تراكي بيرتوربي هكذا، ودرك لاباس، درك هاك تشوفي فيها وجا للعياده وان شاء الله تعدي مليح. يعني ما طولناش، جينا الدنيا منظمه، يعني ما طولناش بزاف، الاولاد مش مقلقين. الظروف الصحيه راهي مليحه باهيه، ظروف على الكيف جيده، قاموا بنا كلش، جينا ليله كل شيء ليله، والله على الكيف، والله رحمه ربي ان شاء الله. العقوبه اللي ما زالوا ان شاء الله. الذي يميز عمليه الختان في هذه المؤسسه هو انه عمليات مدروسه مبرمجه، تتم في ظروف جراحيه كامله، يشرف عليها اطباء مختصون. حتى عمليه الختان نوقشت من قبل من اجل مراجعه كيفيه اجرائها والتكفل بكامل وتفادي كامل المضاعفات الممكنه. لازم تكون حالته الجسديه قابله للختان اولا، ثانيا التحاليل الطبيه تكون تحاليل الدم منها تخثر الدم تكون جيدة، وفي النهاية في الختام الذي يقوم بالعملية يجب يكون جراح وتحت إشراف جراحي متواصل. أنا أكد أنه متواصل في خلال كامل الحملة.
Voilà, donc ça c'est un exemple. Peut-être qu'il faudrait suivre, hein, parce que là, personnellement, je ne savais pas qu'on devait faire des analyses avant. Bien sûr. Pour les enfants, moi je ne savais pas. Maintenant, ça fait un bout de temps quand même à Constantine. Ça fait quelques années où toute circoncision, durant toute l'année d'ailleurs, c'est pas que le Ramadan, toute l'année est précédée par un examen pour vérifier que l'enfant peut circoncire sans incident. D'accord. Il faut qu'il soit en bonne santé d'abord. Oui, bien sûr. Ouais. Souvent, il y a beaucoup d'hémophiles qui sont diagnostiqués après des complications hémorragiques assez sérieuses. J'ai vécu des complications sérieuses après circoncision parce que le diagnostic était méconnu. D'accord. Et un bilan simple, très simple, un bilan très simple, permet justement d'éliminer d'éviter des conséquences dramatiques. L'hémorragie après circoncision, c'est dramatique. Ouais. Et puis il y a autre chose, c'est la spécificité, c'est l'accompagnement psychologique et de l'enfant avant pour le préparer. Ça, c'est aussi une particularité. Oui, l'accompagnement psychologique... c'est très important, il faut le dire. Ça a beaucoup changé dans l'ambiance de déroulement de la circoncision. Il n'y a plus ces cris constants et qu'on voyait dans le temps. Il n'y a plus l'enfant qui avait peur de se faire contrôler lorsqu'il était circoncis, qu'on veut le voir par la suite. Et dans cette ambiance de travail, les suites opératoires, les suites de la circoncision ne peuvent être que simples relativement à ce qui se passait. C'est vrai qu'après aussi, après post-opération, il y a aussi l'accompagnement. Donc c'est pour que l'enfant soit épanoui, qu'il ne ressente pas ce traumatisme qui peut durer. Bien sûr, vous savez quoi? Lorsqu'on parle de circoncision qui se passe dans de bonnes conditions, j'aime bien la comparer avec ce qui se passe dans nos routes. C'est-à-dire la comparaison, là, c'est... Est-ce que vous vous imaginez le nombre de spots publicitaires pour les accidents de circulation? Oui, bon, c'est incroyable. Au final, combien il y en a? Quelques milliers? Pour combien de trajets de route? On fait des millions de trajets de route, on a juste quelques milliers, et pourtant c'est quelque chose de dramatique dans la société. Ouais. C'est la même chose pour la circoncision. La circoncision, on fait, si vous prenez le nombre de populations algériennes, la moitié c'est des garçons, la moitié vont être circoncis. Et combien d'incidents? Il y a peu, relativement. Mais chaque incident, c'est un drame familial. C'est un drame, ouais. Et c'est pour ça, on dit que l'accompagnement est assurer une bonne ambiance et une ambiance médicalement suffisante pour que ça se déroule bien. Ça doit être exigé, comme pour la route. Comme il y a un code de la route, il faudrait qu'il y ait un code de la circoncision. Il faudrait qu'il y ait un code de circoncision. Bon, mais Dieu merci, il y a quand même une amélioration, il faut le dire. Hein. C'est bien mieux réglementé qu'auparavant. Enfin, beaucoup mieux. Soyons objectifs, on vit une transition et elle doit se compléter. La circoncision doit être consignée comme une intervention complète. C'est pas un acte simple, c'est pas comme un soin de beauté, c'est une intervention complète. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la chirurgie plastique ou là où on est en train de s'améliorer. Non, là c'est un acte médical qu'on doit faire et de prendre très au sérieux, mais surtout, il ne faut pas oublier que c'est une fête familiale. Bien sûr. Je vais vous donner une information. Il y a beaucoup de gens qui font des circoncisions. Il y a très peu de gens qui réparent les circoncisions. Il y a très très peu qui réparent les complications sévères des circoncisions. Et malheureusement, il y en a. C'est l'information qu'on a. C'est une intervention qui se passe à grande échelle et qui se passe généralement bien, heureusement. Mais, comme les accidents de la route, si on se relâche, si on ne s'organise pas, si on n'avance pas, parce que la circoncision se passait telle qu'elle se passait dans le temps, parce qu'il y avait peu de médecins, peu de chirurgiens, encore moins, peu d'accès aux structures hospitalières, en tout cas pas avec le nombre et les possibilités d'accès qu'on a actuellement, elle ne doit pas se dérouler de la même façon qu'il y a 30 ans. Non, il ne faut plus revenir en arrière. Bien sûr.
On doit progresser. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait même qu'il y ait tout un programme national pour l'enseignement et pour une dotation spécifique pour les circoncisions, pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Peut-être aussi qu'on ne communique pas assez peut-être sur le sujet. Peut-être qu'il y a un manque d'opérations de sensibilisation et d'information. Peut-être. Je dis peut-être. C'est le fait que ça soit conjoncturel. Généralement, c'est lié au Ramadan. Voilà. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas durant toute l'année. Par contre, si on voit des accidents de circoncision, les cas d'accidents sérieux, ça se déroule toute l'année. Et donc, on devrait diffuser ça toute l'année. Toute l'année, faut pas. Mais aussi parce que le nombre augmente durant le mois de Ramadan, parce qu'en général, les 10 derniers jours, Ayyam Mubaraka, donc les gens organisent les opérations à grande échelle, et surtout le nombre. Là, ça devient inquiétant quand il y a plus de 10. Donc, il faut vraiment réglementer ces 10 opérations chirurgicales. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez parlé de l'incident du Khouloub. L'incident du Khouloub, c'était une campagne de plus de 70 enfants. 70, voilà, c'est plus de 70. En plus, c'était beaucoup plus l'organisation culturelle C'est qu'on a oublié un peu l'acte médical et on est allé vers le rituel, et je pense que c'est ce qui a fait... C'est pour ça que cette opération initiée par la direction de la santé mérite d'être quand même vulgarisée. C'est pour que les gens puissent se rendre compte que quand même c'est quelque chose à prendre au sérieux. Ce n'est pas une simple fête. C'est vrai qu'il faut fêter, mais aussi c'est un acte médical. Vous savez, même dans nos rituels, la circoncision est accompagnée avec une grande fête. Pourquoi ? Oui. Pourquoi elle est associée à une grande fête ? Parce que ces accidents, les conséquences sont très graves, donc ils prennent l'importance du geste, et puis il y a cette dimension, je ne sais pas si c'est rituelle ou religieuse, pour donner la dimension à l'acte lui-même. Parce que si on prend la dimension religieuse réelle, elle ne correspond pas à ce qu'on voit dans nos sociétés. Oui, c'est vrai, on a des habitudes et des coutumes qui sont comme ça, mais c'est ça, on a hérité ça de nos parents, parce que peut-être qu'ils faisaient ça d'une manière, je ne sais pas, est-ce que c'est aussi réfléchi? Je ne pense pas. Ouais. On fêtait parce que c'était, je crois, un acte qu'on faisait symboliquement, je pense. Symboliquement, c'était une façon d'affirmation dans la société, de dire qu'on a un garçon maintenant qui va devenir un petit bonhomme. Oui, un grand bonhomme, peut-être. C'était ça. Mais la société, il y a une transition de société, il y a une transition de conditions de société, de conditions médicales et de soins de société qu'il faut améliorer. Oui, je crois qu'on n'insistera jamais sur ça, c'est qu'il faut... on a réglementé, c'est vrai qu'il y a une batterie de lois, ça c'est déjà bien, parce que avant ça se faisait un peu partout, maintenant ça doit être fait en milieu médical, c'est déjà, je pense, la plus grande réussite. Après, l'acte médical est là, ce qui est bien, c'est que vous accompagnez d'une manière psychologique, en plus il y a un bilan biologique initié pour l'enfant. Ça peut aussi vous pouvez repérer d'autres maladies. Donc c'est important qu'il y ait tous ces gestes pour le bien de l'enfant. Certainement, c'est ça l'objectif. C'est lorsque une société se développe, avance, il y a ce volet de santé. Un parent qui fait circoncire son enfant ne doit plus vivre ce qu'ont vécu les parents du Khouloub. On ne devrait plus voir ça. D'ailleurs, un des éléments qu'on voit dans les consignes, justement, lorsque vous avez parlé de loi, de la circulaire qui parlait des règles de circoncision, des règles chirurgicales. Les consignes qui sont données dans la circulaire sont faites pour que, même s'il y a un incident, qu'il ne soit pas grave comme celui du Khouloub. Oui. Comme tout acte médical, il y a un risque. Le risque zéro n'existe pas, mais on essaie de minimiser quand même au maximum les risques. Mais les faits sont là. Lorsque moi, il y a une vingtaine d'années ou un peu plus, lorsque je faisais mes gardes, celui qui fait de la garde les jours des campagnes de circoncision, il sait qu'il ne va pas dormir. Parce qu'il va avoir 10, 20, 30 enfants qui vont saigner, où il va devoir reprendre l'hémostase, reprendre la circoncision complètement,
voire prendre en charge des accidents graves de circoncision. Maintenant, on n'en voit presque plus. Une fois que ça a été canalisé, une fois que ça se fait par des gens spécialisés, on ne voit presque plus. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, bien sûr. Bien sûr, ça s'est amélioré. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait un grand risque et on avait tous peur un peu, surtout. Bon, on parle de l'incident du Khouroub parce qu'il a fait quand même. Il a eu le mérite, même si c'est un drame, de réveiller les consciences. C'était une prise de conscience. C'était un événement dramatique, oui, mais qui a fait une transition dans la prise de conscience par rapport à l'acte de circoncision. Je pense qu'il y a eu un décalage par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais mieux vaut tard que jamais. Ma'lèche. Alhamdoulilah. Quand on voit maintenant, on se dit quand même, on est un peu rassuré sur la prise en charge de cette opération au niveau des établissements de santé publique. C'est déjà, on va dire que c'est bien. Moi, quand je regarde comme ça, personnellement, je me dis que ça va. On est un peu rassuré. Il faut se féliciter pour ça, bien sûr. C'est quelque chose de louable. Et on sent qu'il y a une avancée, une très bonne avancée. Alors c'est vrai que le pic des circoncisions, on l'a dit, c'est durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, mais sinon c'est tout au long de l'année, c'est régulier. Est-ce que la prise en charge est la même au niveau des établissements ? Je ne pense pas que ce soit la même. C'est pour ça que j'avais parlé de transition dans les structures. Vous allez trouver ça dans certaines structures qui est plus organisées que d'autres. Par exemple, à l'EHS Sidenbroek, on a un responsable carrément qui est dédié, qui ne fait que ça, qui est responsable de la circoncision durant toute l'année. Il a son équipe, il forme des équipes de façon régulière, c'est lui qui veille sur le déroulement de la circoncision. Toutes les circoncisions passent par la psychologue, donc c'est une activité régulière toute l'année. C'est une activité régulière, donc on doit conseiller aux parents, bien si jamais ça se fait en dehors du mois de Ramadan, bien d'aller à l'hôpital pour cela, pour la circoncision au milieu sanitaire, je pense. Je pense dans la dernier courrier de la DSP, il liste un certain nombre de structures qui étaient préparées ici à Constantine pour la campagne de circoncision. Oui, c'est une opération dont vous faites partie, vous n'êtes pas les seuls, mais bon, Dieu merci, alhamdoulilah, c'est pour tout le monde. Alors, on arrive en fin d'émission, quel conseil on doit donner encore aux parents? Parce que je pense que même à force de répéter, peut-être qu'un jour, ça deviendra mécanique. Mais il faudra répéter et toujours sensibiliser. S'il y a un message à faire passer aux parents, les circoncisions dans les structures hospitalières se déroulent toute l'année, pas que le Ramadan. Tout à l'heure, j'ai insisté sur rituels religieux. La circoncision dans le mois de Ramadan est un rituel, c'est pas religieux. Il n'y a aucun texte religieux qui donne un avantage ou un bonus pour la circoncision durant le mois de Ramadan. Voilà. Rien de particulier. Pour les circoncisions, pour que ça se déroule bien, ça ne sert à rien de cacher à l'enfant. De toute façon, l'enfant, il va comprendre ce qui va se passer. Surtout s'il dépasse l'âge de 3 ans, puisqu'il a pris conscience de son corps, il va voir ce qui va se passer. C'est un traumatisme pour lui s'il ne participe pas dans la décision. Il faut éviter les circoncisions, à mon avis, entre l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 2 ans, la deuxième année de vie. Et de toute façon, il faudrait qu'il y ait une consultation chez le médecin, le chirurgien, de préférence le chirurgien pédiatre, pour la circoncision. Donc ça va être une consultation pour voir si l'enfant s'apprête bien à une circoncision sans incident, faire le bilan qu'il faut, et puis organiser la circoncision dans un climat serein. Et dans un climat loin du caractère urgent. Parce qu'on a noté une des causes les plus importantes des accidents, c'est que ça se passait dans le temps, la famille organise la fête et puis cherche qui va circoncire. Il faudrait peut-être le contraire. Voilà, et vous avez l'enfant qui vient là chez le médecin avec sa tenue et tu dois me circoncire. Lui, il a l'enfant, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien pour la circoncision. Certains
Certains ont peur justement de ce traumatisme de la famille et ils font quand même une circoncision, ils font des dégâts. Ouais. C'est pour ça que je parle d'organiser, d'abord voir avec le médecin si tout se passe bien, lorsque tout est bien, organisez votre fête. Ouais. Et pas l'inverse. Voilà, la fête n'est pas interdite, mais organisez d'abord l'opération chirurgicale, l'intervention, puis après la fête, elle peut être organisée à n'importe quel moment. Voilà. Sinon, tel que c'est organisé, avec l'appui justement des autorités, l'appui de la DSP, il faut qu'adhérer à ça. Ça doit être vécu sur toute l'échelle nationale. Voilà, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'opérations de ce genre et que ça soit initié à travers le territoire national. Et surtout, ça c'est la conscience des parents. Hein, c'est à eux de prendre conscience qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. C'est tout. C'est ça. Voilà. Docteur, professeur Chotali Hichem, merci d'abord. Je rappelle que vous êtes chirurgien pédiatre. Merci d'avoir éclairé. Hein. Vous avez un rôle de sensibilisation, outre bien sûr votre rôle de médecin. Voilà. Merci à vous, Sismaïl. Ça m'a ravi de passer par votre émission. J'espère que le message est passé assez clair. J'espère, Inch'Allah. Sinon, il faudra refaire. On vous invitera une autre fois pour, bien sûr, nous éclairer. Merci beaucoup, professeur Chotali Hichem. Moi, je vais vous emmener un peu, parce qu'on reste toujours dans le mois de Ramadan. Les soirées, vous savez, les soirées du mois de Ramadan, c'est un peu particulier à Constantine. Il y a du melouf, il y a du shabil. Hein. Et puis, nous nous sommes baladés un peu. Voici ce que nous avons ramené comme impression et comme image. Et puis, je vous dis, Sahaf Tork et Sahaïd qu'à l'avance. Voilà, merci beaucoup. ديما القاعة تاع مالك حداد جابت الشعب وجابت شعبية حاجة مليحة يعني المبادرة هذه باش ترفيهية يعني في شهر رمضان المعظم داروا مدايح دينية واليوم شفنا مع حمدي يعني قطع يعني في الجد والصلاة واللقاء ثاني تشوف عندنا الكابيتيرا نتلاقاو وميم طون نجيو نشوفوا الفنانين اللي هنا في مالك حداد وكان الجمهور لاباس به وخاصة في الأيامات اللي فاتوا ثاني كان جمهور مكتظ. نبلغ التحية للجمهور الكريم يعني اللي كان معنا جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله نتمنى رمضان كريم ربي يتقبل من الجميع إن شاء الله. وحنا رانا في إطار البرنامج يعني نتاع رمضان اليوم رانا خدمنا هنا من قبل خدمنا يعني في عدة أماكن هكذا رانا مع المديح وما رانا مع الشعبي والشعبي في قسنطينة راهو عنده بلاصه عنده مكانه وماشي من حمدي ولا انا جو في بارتي راني من ممكن من لا جينيراسيون الثالثه ولا الرابعه. الشعبي راهي ولات اغنيه وطنيه هذا شيء مفروغ منه وحنا ما نقدروش يعني ما نقدروش نتخلفوا على الركب هذا. مدينه بالثقل تاع قسنطينه مدرسه وحضاره وكذا ما نقدر يعني تحكم الشعبي في الجنوب وفي الشمال يعني من الشرق للغرب وقسنطينه تستثنى يعني محال. كاين ذواقه الناس نتاع المالوف يحبوا الشعبي. انا كنت نقرا عند التومي رحمه الله يحب الشعبي. القصايد الاولين اللي هزيتهم تاع الشعبي هزيتهم من عند الشيخ عبد القادر التومي السياف الله يجعله في الجنه. يعني الشعبي وزيد الكلمه الشيء هذا هو اللي يجلب الناس يعني عنده جمهور عنده ناس يحبوه والحمد لله ان شاء الله نكونوا في حسن الظن. رمضان كريم لكل الأمة الإسلامية ولكل الجزائريين. اليوم تزينت دار الثقافة ملك حداد كعادتها بسهرة رمضانية جميلة كان فيها تواجد كبير للعائلات القسنطينية وقسنطينة زاهية كعادتها في كل محطاتها وفي كل دور ثقافتها بالطابع القسنطيني الجميل. نتمنى رمضان كريم لكل سكان ولاية قسنطينة ولكل الجزائريين ونقول لهم إن شاء الله عيدكم مبارك ورمضان تاع العام الجاي إن شاء الله. سهرة مليحة مع قاعدة شعبي كانت السهرات تاع رمضان كل يوم سهرة مع المالوف مع الشعبي قعدات ملاح كل يوم سهرات في مالك حداد في الزينيت في التياتر قسطنطين ما كانش كيفها كل وحده تنسي في وحده حاجه مليحه بروغرام مليح سهره مليحه
رجعونا السهرات تاع مالوف تاع بكري كنا نسهروهم قاعدين، وان شاء الله يبقاو غير يتعاودوا ما يروحوش علينا السهرات هذو. الحمد لله رانا نجيو نحضروا المركز مالك حداد، يعني نشوفوا سهرات ممتعه مع العائلات والاصدقاء، والحمد لله سما رانا قسنطينه دائما تعودنا بالفن والعادات تاع المالوف والشعبي. ما شاء الله يعني فنانين كبار كما عباس ريغي، كما عدلان فرقاني، كما كمال بوذا، ما شاء الله قسنطينه بلد الفن والعلم والاعلام. انا كوم انسترومونتيست ونقصروا بزاف مع الاخر، ما حبيناش نعطيو هاد لي زوكازيون مع دار الثقافه مالك حداد اللي دائما تشرفنا بمشاريعها الثقافيه. احنا حبينا نستغلوا هذه الفرصه باه تكون مودرنيزاسيون ولا عصرنا الموسيقى تاعنا باه تلحق بالركب الوطني ولا العالمي. حبينا نخليو موسيقتنا هي بعد صالتها بتقاليدها كما نعرفوها، ولكن نزيدوا لها لمسات عصريه. Voilà, belle ambiance ramadanesque dans les différentes structures. Nous, on s'est rendu au Palais de la Culture Melk Haddad, mais bon, il y a aussi la grande salle Ahmed Bey, il y a aussi le théâtre régional, il y a la salle Ibn Badis. Donc, il y avait des soirées cette année. Quelques maisons de jeunes aussi. Quelques maisons de jeunes qui ont essayé. Hier, je me suis rendu dans une maison de jeunes, avec une belle ambiance. Voilà, donc, histoire bien de passer le ramadan dans l'ambiance du Malouf. Mohamed El-Almi, d'abord, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation qui me fait vraiment honneur et plaisir. Le plaisir est pour nous, parce que c'est toujours un plaisir de recevoir un homme qui s'intéresse au patrimoine, à la musique, mais aussi à l'histoire de la ville, l'histoire aussi de la poésie. Donc, quand même, vous avez plusieurs cordes à votre arc. J'espère être à la hauteur de la confiance que vous placez en moi. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, mais aujourd'hui, on vous a invité pour parler d'une personnalité, voilà, quelqu'un qui nous a quittés il y a un peu plus d'une année, pratiquement une année. Il nous a quittés le 15 avril passé. C'était un grand monsieur, l'Arbi Ghazel, pour ne pas le citer. Rabbi Yarhamou, c'était quand même, on va dire, du mal à le qualifier, mais c'est un artiste complet, on va dire. Voilà, dans toute sa dimension, dans toute la dimension du terme. Absolument. L'Arbi Ghazel, c'est vrai que le regretté Arbi Ghazel, premièrement, c'est quelqu'un qui fait partie d'une génération qui a pris le relais de ce patrimoine où c'était dans des conditions meilleures que la génération qui l'a précédé. Tout simplement parce que notre musique est passée par des moments très difficiles, comme on le sait. C'était le fnadq, c'était la pauvreté intellectuelle, c'était des illettrés qui l'ont transmise de génération en génération. Et de bouche à oreille. De bouche à oreille, et ainsi de suite, qui fait que les années après l'indépendance, bien sûr, et l'Arbi est l'enfant de l'indépendance, la musique andalouse a pris une autre dimension où bien sûr, le maître issu de la tradition classique, tel que Cheikh Darsoni, tel que Cheikh Toumi, tel que Amir Bouazizi, et ainsi de suite. Ce sont des maîtres qui ont enseigné. En musique andalouse, il y a le Cheikh qui détient le patrimoine, qui connaît le patrimoine, il y a le cheikh interprète, il y a le cheikh pédagogue et enseignant. Qui n'est pas obligatoirement un chanteur. Mais c'est quelqu'un qui transmet le savoir. Qui transmet bien. Et heureusement pour l'Arbi, il était entre deux mains, entre de grandes personnalités dans ce champ. Premièrement, Darsoni, et l'essentiel de sa formation, il l'a acquise avec Cheikh Toumi.
Cheikh Toumi, comme tout le monde était une le sait, encyclopédie vivante, il faut le dire. Cheikh Toumi, c'était pratiquement l'intellectuel des musiciens, et c'était le théoricien, et en même temps l'enseignant. Et il a accompagné beaucoup de maîtres, et à compter même Mohamed Tarif Ergani et d'autres. Bien sûr, et c'est quelqu'un qui est venu de très loin pour nous. Parce que quand il te parle de Cheikh Abdelkarim Bestanji, ou quand il parle de Sidi Ahmed Bestanji, ou quand il parle de Belmarabat, et quand il parle des chevures, des grands chevures, c'est quelqu'un qui a vécu avec ces gens-là, et c'est quelqu'un qui a beaucoup côtoyé, et qui a une bonne mémoire, et qui a le sens de l'analyse. Puis, alhamdoulilah, et c'est vrai que le bon Dieu lui a prêté vie jusqu'à l'âge de 80 ans. Sans moins non. Voilà. Donc, il a eu le temps de diffuser son savoir, de le donner. Et parmi ses élèves, il y avait l'Arbi Ghazel, Rabbi Yarhamhum fi Zouj. L'Arbi Ghazel, il a su côtoyer, il a su prendre l'essentiel de Cheikh, premièrement, l'éducation de l'artiste et la manière d'être et la manière de faire de l'artiste. L'Arbi, c'est pratiquement, il était dans le comportement, dicté par les maîtres, et un comportement normalisé. Voilà, il parle quand il faut, il est tout le temps bien habillé, il est présent dans tous les événements qui nécessitent un dialogue, qui nécessitent un débat. Et en même temps, c'était le citadin. On le sait, en même temps, il était bien sûr dans l'authenticité. C'est surtout ça. L'authenticité. L'Arbi était un vrai, authentique, Assad Kimangolo, et puis qui est resté fidèle à la tradition. C'est ça, c'est important. Absolument. Tout simplement, le Constantine, comme tout le patrimoine de la transmission orale, a subi des influences, peut-être parfois des déformations, surtout en matière de mode. Le mode avec bien sûr le large angle d'écoute, et le mode de transmission de bouche à oreille, les choses ont un petit peu perdu de leur authenticité. Chez l'Arbi, non. L'Arbi, il est resté dans le mode original, dans la manière d'exécuter le oud. Comme on la retrouve chez les maîtres, et ainsi de suite. Et ce qui a fait vraiment de l'Arbi une exception, c'est qu'il a tenté d'élargir le patrimoine. Avec Boukri Dira Samir, qui est un grand maître aussi, que je respecte énormément. C'était vraiment son alter ego, il faut le dire. Voilà, c'était son complice. Son complice de toujours, ils ont traversé. L'Arbi ou Samir عطاونا حلة extraordinaire. celle de المكناسية ما أجد العار عليكم يا رجال المكناس مشات داري في حماكم بها للكرايم القدور العالمي والله العظيم vraiment ils l'ont réussi d'une façon extraordinaire. Et pour moi, si on veut revenir et on veut enseigner, peut-être archiver le mode purement constantinois, c'était une pièce pédagogique. C'était une pièce pédagogique, bit ou sayyah, et à chaque menzela, chaque mode, ça a été vraiment traduit d'une manière très fidèle. Et je me souviens, ça lui tenait à cœur de diffuser sa version. Il disait que c'est sa version. Absolument. Avec bien sûr Samir, Boukri Dira. C'était leur version d'une chanson qui était chantée, qui fait partie du patrimoine, mais qui a été, on va dire, interprétée dans la pure tradition du Melouf Constantinois. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été salué par pour moi, il a fait une ouverture. Malheureusement, ça n'a pas suivi vers le Melhoun. Le Melhoun qui continue à être bien sûr travaillé par les cercles du Jabi, mais à une certaine date de notre histoire, le Melhoun, ce qui constitue le Mahjouz. Le Melhoun, c'est ce qui constitue le Aroubi. Le Melhoun, c'est ce qui constitue le Hawzi. Et ainsi de suite. Parce qu'un patrimoine à transmission orale, avec le temps, il fane.
si on le veut ou non. Non, bien sûr. Il faut le transcrire, il faut non seulement la transcription, mais il faut l'élargir. Il faut l'élargir, tel que. Et je pense que, bon, pardon de vous couper, mais parce que aussi, l'Arbi Rabbi Yarhamou, il n'a jamais commercialisé son chant. Il l'a fait d'une manière pédagogique. D'ailleurs, pour preuve, il était l'initiateur de Beit el-Malouf, qui est un rendez-vous régulier dans un café où il ramenait les gens pour chanter. Comme ça se faisait dans la tradition constantinoise. Il y avait des lieux où les musiciens se rencontraient pour chanter, pour se donner les derniers morceaux, comme on dit, taraf, itbedlo taraf, iremniou, ou surtout yadlou l'ghna. C'est surtout pour ajuster. Sauf l'Arbi, il a œuvré dans le sens de rassembler les compétences autour d'un projet. Le projet, premièrement, la préservation. Deuxièmement, bien sûr, la transmission aux générations qui suivent. Et je les ai aidés. Alhamdulillah, مع عصام كراشة aussi كان صديق ومشوا مع بعضهم ياسر وعطيتهم des espaces dans les établissements de la jeunesse quand j'étais directeur de l'ODEJ et ainsi de suite. Donc on ne peut pas négliger cet aspect dans la personnalité de l'Arbi. L'Arbi était il était conscient du danger qui guette ce patrimoine. Le danger était bien sûr la modernisation et la déformation. Il est resté authentique. Le danger dans l'enseignement et la transmission de la manière la plus proche de celle des chouyours et celle héritée des chouyours. Et donc l'Arbi, bien sûr, il avait une très très grande considération auprès de musiciens. Et j'ai assisté, ça fait 3 ans à peu près, à Beit el-Malouf, chez lui, à un hommage que les musiciens et les mélomanes à Annaba ont tenu à lui faire. C'était lors de son anniversaire. Voilà, c'était extraordinaire. Ils sont venus, et pour eux, c'est quelqu'un de presque divin. C'est quelqu'un, l'Aïechi et d'autres, bien sûr. Et on a vraiment passé un moment agréable. Un moment très, très, très agréable. Voilà. Alors, l'hommage qui lui a été rendu avec, bien sûr, au Palais de la Culture, Melk Haddad, on a rendu hommage il y a quelques jours. Puis c'était l'occasion aussi pour les amis de l'Arbi de se retrouver. On a recueilli quelques impressions. Je vous invite d'abord à les suivre et après nous allons continuer à disséquer cette personnalité particulière de l'Arbi Ghazel Rabbi Yarhamou. اليوم اول نهار يسمى عنده درك عام قد ملي توفى رحمه الله. وانا خممنا ان شاء الله انا بيان سور والجماعه اللي معنا اللي كيفي معنا قلنا نسميوه يوم من الذاكره اللي هو وكل مشايخ تاع قسنطينه اللي وفاتهم المانيه سورتو من الكوفيد ورواح تقدر تقول له دارني اللي راح لنا سي بيان سي العربي الله يرحمه. اليوم درنا له اوماج ونطلبوا من رب العالمين يرحمه ويرحم أمة محمد كامل إن شاء الله ويجعلهم إن شاء الله من أهل الجنة. Il était grand temps. Bien sûr العربي ربي يرحمه كان صديق وأخ وكان صديق الدرب الفني لأن كنت مشيت معه من 1993 حتى تقريب الوفاة نتاعو. ونقدر نقول باللي سي ان فري ارتيست افيك ان غران طون سي ان ارتيست راه فنان حقيقي لانه خدم الفن للفن صح عمره ولا حوس يربح بالفن ولا يدير يعني il voulait pas se faire de l'argent à partir de d'ailleurs il n'a jamais enregistré de CD commercial. اذا العربي غزال فنان راقي جدا وفنان سي ان ارتيست كي اور بير il était très humain وانسان متسامح جدا. Pour moi العربي c'était un brave type connaisseur, il a un savoir
du tonnerre Tony. C'est un vrai artiste. كان عنده دي زيدي الله غالب جاء أجله ما قدرش يجسدهم بصح انتوي بورتو لار هو العربي بور موا لار سيتي العربي غزال ربي يرحمه. ربي يرحمه ان شاء الله تكون عجبتكم ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا شرفنا الحضور ان شاء الله وتعدات مليحه ان شاء الله. نطلبوا له ان شاء الله ربي يرحمه في هذه الساعه السعيده ان شاء الله من رمضان واخر رمضان ان شاء الله. العربي غزال غني على التعريف على كل حال. العربي غزال ترانا مع كبار شيوخ الملوف في مدينه قسنطينه، وعرف كيفاش يفرض نفسه معهم حتى نولاو هما الدوبتي معهم وقبلوه شيوخ وقبلوا الاذان تاعو وقبلوا التربيه تاعو من خلال تربيته ومن خلال الاذان تاعو ومن خلال حب لمدينه قسنطينه وللملوف. الى فهمتني غروندي دون لو ميليو دو مالوف à Constantine. Il a évolué, il a excellé dans la cour des grands. وكانوا شيوخ يحترموه ويشتيوه لأن كان هو محترم. كان حفاظ أولا، وفي العزف كان الكمانجا والله العود يعزف عليهم. il maîtrise les deux instruments très bien. ربي يرحمه ويوسع عليه. كان كل أسبوع c'était un rassembleur. C'était un véritable rassembleur avec le sourire وكلش على عاتقه في بيت الملوف، كلش على عاتقه. Il a laissé son empreinte de toute manière. ربي يرحمك يا شيخ العربي غزال. خويا العربي غزال شيخنا وتعلمنا معاه، ربي يجعله من اهل الجنه، ربي يرحمه. تعلمنا معاه سيتي ان غران شيخ، ان غران ماتر، وايدوكي متربي متثقف ومد في الفن خير كبير. نتمنوا له الرحمه جنه الفردوس، هذا ما نتمنوا له، ربي يرحمه خونا العربي. قامه من قامات فن المالوف القسنطيني، هو غني عن التعريف وهو صاحب ومؤسس بيت المالوف. الشيخ العربي غزال تلمذوا على يده مئات الفنانين، هو تربى سما بيد وما بين شيوخ كبار ما بيناتهم الشيخ التومي. مد بزاف للفن القسنطيني وكانوا عنده مشاريع كبار، وكان حاب يزيد يمد انكور بلوس للشباب هذا، ولكن خسرناه وهو كما قال اني جون، توفى على عمر 64 سنه، قال راني جون، كان حاب يزيد يمد. والله شيء ما كنتش ننتظر فيه يعني صراحه، يعني مبادره كبيره وشيء كبير، والضيوف اللي حضرت ثاني لهنا الله يبارك داو مجهودات يعني جباره، ويعني والله ما كنت ننتظر، يعني حقيقه ما كنتش ننتظر في الشيء هذا خلاص. يعني بارك الله فيهم بربي ان شاء الله. يعني الانسان راح نحاولوا كيفاه نعاودوا نجددوا بيت المالوف العربي غزال، وان شاء الله راح تكون انطلاقه جديده ونشرفوا بابنا ان شاء الله. Voilà, un bel hommage rendu par... Oui, très émouvant. Voilà. C'est vrai qu'il y a de l'émotion parce que pour l'avoir côtoyé, l'Arbi était quelqu'un de très jovial, toujours le sourire, la boutade, c'est quelqu'un de très particulier. Et on a vu quand même les témoignages, Nes qui fait Hichoufou, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'a jamais commercialisé son art. Oui. هو يعني واحد المثل اللي عندنا في قسنطينة جو لو دي اون عرب، يقول لك شهود الدنيا شهود الاخر. صح. نسبر ان شاء الله وراه باذن الله في المستوى وفي مقام ان شاء الله الصالحين والمحسنين في الجنه ان شاء الله. On a vu quand même son luth très authentique. C'est l'un des plus anciens que l'on a vu. Si vous permettez de dire quelque chose sur le luth. Le luth de l'Arbi, enfin, il dit qu'il a été confectionné en 1802.
Et c'est pas très comment dire, très ancien par rapport à la tradition musicale à Constantine, parce que Constantine avec le Malouf, c'est au moins si on compte la rupture avec l'Andalousie après la chute de Grenade 1492, nous sommes à 5 siècles. Donc 2 siècles avant, le oud était dans cette forme. Je pense que c'est une pièce une pièce rare. Non seulement pièce rare, mais c'est une pièce qui peut nous servir de repère pour s'inspirer à reconstruire une idée sur les mesures du oud arabe de Constantine. Parce que c'est pas le Quitra, c'est pas le oud tunisien, c'est pas oud al-raml chez les Marocains, elle est purement constantinois. Et d'ailleurs, quand on entend les anciens disques de Mohamed Tarif Fergani et le oud à la main de Cheikh Zouaoui, Rabbi yarhamou, c'était un autre son. Parce que la caisse de résonance était confectionnée d'une certaine manière et bien sûr la table de matière elle était faite autrement. Aujourd'hui, on a l'impression que l'oud a été déformé. Pour parler de l'oud. Et c'est pour ça que c'est bien de rappeler l'authenticité de Cheikh al-Arabi Ghazal, qui avait un instrument authentique et qui insistait sur l'authenticité de son savoir et de sa musique. Non, tout simplement, il était dans la tradition où il était conservateur, où il était chauvin vis-à-vis de l'authenticité. Et c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, on lui rend hommage et on parle de ce sens dans sa personnalité qu'on l'a bien sûr évoqué dans la manière d'interpréter le patrimoine, dans la manière de partager son savoir avec... N'oublie pas qu'il était avec Cheikh Toumi dans des émissions à la radio et à la télévision une ou deux fois. Plusieurs années. Il animait une émission Doyouf l'Arbi Ghazal. Mais je ne sais pas si dans cette émission deux ou trois fois. Et un jour, je l'ai invité à l'Odège, quand j'étais sur le projet Les Millénaires de Constantine, c'était le thème. La musique andalouse et Malouf, il nous a parlé de Ya'ashiqina al-Mahiba, Laha Wuqoud. Et c'était vraiment une journée, une séance exceptionnelle. Où on a expliqué un petit peu, on a situé les lieux, on a kada. Et l'Arabie, il était orienté vers l'histoire, vers le passé. Il était nostalgique. C'était quelqu'un nostalgique, authentique et vrai. Et c'est vrai qu'il a beaucoup fait, mais malheureusement de temps. On n'a pas assez beaucoup de temps pour parler d'une personnalité multidimensionnelle. C'est quelqu'un qui maîtrisait beaucoup de choses. À la fin, parce qu'on arrive à la fin, un mot de fin pour terminer sur une note quand même. Là, je regarderai une image de lui. C'est quelqu'un de très jovial, yedhak, et puis très bien construit solidement, je veux dire, sur le plan musical. C'est quelqu'un de très bien construit. C'est l'évident, c'est des mafiages. Le dernier mot, s'il te plaît, Mohamed. Le dernier mot, نقول ربي يرحمه في هذا العواشر وربي يصبر عليه أهله il est dans notre cœur et dans notre mémoire et on continue à l'aimer et on continue à le considérer comme une personnalité et un phare de la tradition musicale et du patrimoine constantinois d'une manière générale. Très bien. Moi, je veux lancer aussi un appel à tous ses amis dont tu fais partie, à tous ceux qui l'ont côtoyé, et bien de perpétuer Beit el-Malouf, qui était pas seulement son rêve, son vœu. Il a tant donné pour que Beit el-Malouf soit. Alors c'est rien, c'est un concept qui est simple. C'est la rencontre des artistes du Malouf qui aiment le Malouf, qui se rencontraient une fois par semaine pour échanger, chanter ensemble, partager un moment musical. Et ça permet, c'est une façon d'immortaliser cet art qui est bien ancré à Constantine. Je pense qu'il faudrait continuer Beit el-Malouf, qui est un projet de l'Arbi Ghazal qu'il a défendu et combattu et mis sur pied
pendant il y a 30 ans et il a continué. J'espère que son fils qu'on a vu, Houssine, m'a dit qu'il va continuer, mais moi j'insiste et j'invite tous les artistes à aider le Beit el-Malouf. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Mohamed Almi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, et d'avoir témoigné en faveur de l'Arbi Ghazal, l'Arbi Yarhamou. Je vous rappelle que c'est le dernier Bonjour d'Algérie durant le mois de Ramadan. Eh bien, on se retrouvera mardi prochain, Inch'Allah. Je vous dis Saha Eidkoum, Eidkoum Moubarak, mais Saha Ftorkoum d'aujourd'hui. Saha Eidkoum, demain vous allez retrouver Iman Mahrouk Ras à partir d'Oran. Ensuite, eh bien, j'espère qu'on se retrouvera à la Eid pour échanger les vœux. Et sinon, eh bien, on se retrouvera mardi prochain, Inch'Allah, pour un autre Bonjour d'Algérie. Je vais remercier toute l'équipe qui m'a accompagné. À très bientôt et Saha Ftorkoum.